Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de fin de mois, le bilan lecture. Il y en a une qui a lu plus que l'autre, je vais pas dire qui. Je crois qu'on commence à connaître quoi. Allez, c'est parti. Ça y est les amis, j'ai fini Bakuman. J'ai lu les 5 derniers tomes du 16 au 20. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, c'était quelque chose. Non, les 10 premiers tomes, en vrai, pour faire une impression globale de la série, les 10 premiers tomes, je me suis dit, bon, c'est intéressant de voir deux lycéens qui rêvent de devenir mangaka, qui intègrent le magazine, le Shonen Jump magazine, les coulisses, tout ça. Mais c'était très long à lire. Mais alors, les 10 tomes qui ont suivi, mais des petits bonbons, c'est vraiment, ça monte en intensité, c'est de plus en plus intéressant jusqu'à arriver enfin à certains objectifs. Mais je n'en dirai pas plus, c'était une super lecture. Franchement, si vous aimez les mangas, je ne peux que vous la conseiller. Les personnages, ils sont trop attachants. La relation entre nos deux étudiants, je l'ai adorée. Mention spéciale pour Kaya, qui pour moi est le meilleur personnage. Mais c'était vraiment trop chouette et je vous la recommande grandement. Ensuite, c'était sûr, je continue à découvrir du Keigo Shinzo avec les 3 tomes de Tokyo Alien Bros. Alors, ah c'était marrant ça. Non, en vrai, le premier tome, il m'a un peu perturbée. Pour ceux qui l'ont lu, dans les 5 premières pages, il se passe quelque chose, je n'y attendais pas du tout. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais lire là en fait? On passe vraiment d'une page à l'autre à un match de badminton à quelque chose de plus étrange. Mais en soi, c'était quand même chouette, c'était un peu plus déjanté, mais on sent qu'en fait, il y a une très grosse critique de la société des humains, puisque dans cette histoire, on va y suivre 2 aliens qui débarquent sur Terre pour voir si leurs congénères peuvent les suivre et venir habiter sur Terre, mais pas forcément prendre la place des humains, plutôt essayer de se fondre dans la masse. Et on voit que y a plein de comportements humains qu'ils n'arrivent pas du tout à comprendre, quoi. Les différences entre les hommes et les femmes, les non-dits, les mensonges, enfin il y a pas mal de petits traits de caractère propres aux humains qui sont assez spéciaux, je pense, quand on est pas un humain. Donc en vrai c'était sympa, le dessin c'est toujours aussi chouette. Franchement, je me suis grave fait au trait de Keigo Shinzo, mais c'est pas ma série préférée. Franchement, Mauvaise Herbe reste toujours number one. Sans parler d'Irayasumi, mais ça, on en reparlera quand ce sera terminé. Ça reste quand même une bonne lecture et franchement, je vais le garder parce que... pour l'instant, t'as quand même une bonne petite collection. Ah donc, oui. Bon. Et puis non, en soi, c'était quand même sympa, mais je pense qu'il faudrait que je le relise. Parce que j'ai été tellement perturbée par les premières pages que peut-être que ça m'a donné un a priori et que j'ai eu du mal à le retirer ensuite. Mais les tomes 2 et 3 après... j'ai trouvé ça très sympa et très intéressant, donc il y a une très bonne morale aussi. Je recommande quand même Tokyo Alien Bros. Je me suis lancée dans une nouvelle série de shoujo à découvrir que je pense peu de personnes connaissent. C'est tellement vieux. Gals, j'ai lu les 3 premiers tomes. Dans cette histoire, on va y suivre Ran, qui est juste ici, qui est une Kogal. Une Kogal, c'est une jeune fille qui se bagarre pour son territoire, en l'occurrence ici, Shibuya, qui aime la mode, qui déteste toute forme d'autorité et pour qui son seul but c'est d'avoir un petit copain, mais un petit copain sac à main. Pour la déco, littéralement. Il n'y a pas d'histoire d'amour, c'est un petit copain sac à main. Tu veux sortir avec moi? Oui, super, t'es beau, allez vas-y, prends-moi le bras et on y va. C'est tout. Et dans cette histoire, eh bien, Ran, malheureusement, toute sa famille est dans la police. Donc elle se retrouve à chaque fois dans le bureau de son frère à se faire engueuler avec ses copines. Parce que Ran, qu'est-ce que tu fous encore là? Et ça tourne en boucle. Et sa petite sœur, mention spéciale, elle, est complètement red dingue et veut absolument devenir policière. Elle a à peine 10 piges. Et avec son meilleur ami, ils sont complètement déjantés. Ils sont trop marrants. Ils sont... Vraiment, c'est génial. J'adore. Parce que si vous connaissez un petit peu la mode des années 2000 au Japon, il y a plein de références que vous allez retrouver, plein de styles. J'adore parce qu'il y a 2 groupes de Kogal qui s'affrontent et quand son groupe rival arrive toute bronzée parce qu'elles ont fait des UV, Ran, elle est pas contente parce qu'elle a pas les moyens d'aller se payer des UV. Donc elle va aller se cramer la gueule sur la plage pour rien. C'est hilarant, vraiment, c'est trop drôle. J'adore. Pour l'instant, vraiment, je suis à fond dedans. J'ai
un peu de mal avec l'édition. C'est une vieille édition de Glénat. Je dois dire que les pages, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais en fait elles sont collées presque sur les dessins. Et comme c'est un manga qui a quand même 20 ans maintenant, c'est très dur d'ouvrir le livre sans l'abîmer. Je trouve ça un peu dommage. Et je veux bien les notes de l'auteur, mais faites des pages dédiées à la fin. Pas là, des fois il y a des pages entières, elle nous parle de son chien. En plein milieu du truc. En plein milieu du truc, t'es là, tu dis, mais qui se... Donc le premier tome a été plus long à lire parce que j'ai lu toutes les pages en me disant, ouais, ça se trouve... Non. Maintenant, j'ai bien compris. Quand elle parle de son lien, je m'en fous, j'arrête de le lire. Mais sinon, c'est trop bien. Et malheureusement, c'est dur à trouver parce que ça n'a pas été réédité. Mais ça mériterait, hein. Franchement. Pourquoi Nana, qui est un manga qui parle aussi de mode, même si plus de musique, c'est hyper coté et tout, et Gals, on n'en parle pas, alors que encore plus, quoi. Je crois qu'il n'y a pas de manga sur les Kogal, les Gyaru et tout ça. Je sais pas, il a peut-être pas bien fonctionné, mais... Pourtant, c'est hyper drôle, c'est hilarant. Si vous trouvez, je sais pas si vous pouvez trouver en médiathèque, si vous pouvez trouver sur le Bon Coin un lot, mais foncez, c'est génial, c'est hyper drôle, c'est sans prise de tête. Ah ouais, carrément. Incroyable. Ah bah, un manga qui est pas très drôle. J'ai lu L'Oiseau Bleu de Takashi Murakami. Waouh, la tristesse. Alors, on va y suivre une petite famille de 2 parents avec leur enfant qui vont malheureusement vivre un accident et perdre leur enfant. Ça commence comme ça, franchement, on met les 2 pieds dedans, on sait très bien que ça va pas être hyper rigolo, hein. Et en fait, le père va tomber dans le coma pendant extrêmement longtemps. Et la mère, elle a perdu son enfant, son fils, et en plus, elle doit s'occuper de son mari comme elle peut. Donc autant vous dire qu'elle est au bout du Rolls, quoi. Et donc on va suivre leur histoire, on va voir un peu leurs souvenirs. Cette histoire va être entremêlée avec l'histoire du grand-père de ce jeune garçon. Et franchement, c'est triste. Mais c'est triste. Faut vraiment être dans le mood pour lire ce genre de truc. Hein. Si vous êtes déjà pas très bien dans votre tête, évitez-le pour l'instant, clairement. Franchement, j'ai adoré. Je pense que j'ai quand même préféré le chien qui... Vous voulez voir le sud? Non, le chien gardien d'étoiles, je pense. Ouais. Après, celle-ci, en fait, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'un coup. Et je pense que j'étais pas prête à une histoire aussi triste parce que même les personnages secondaires, par exemple, notamment le grand-père, lui, il commence à être atteint d'Alzheimer, donc il commence à oublier son défunt petit-fils, tu vois. Enfin, ça vraiment, c'est hard, quoi. Mais en vrai, c'était bien, c'était très touchant. Sans trop en dire, il y a quand même une petite lueur d'espoir, mais voilà, dans la vie, il faut réussir à rebondir, hein, dans tous les cas. Et ça reste quand même une très très bonne lecture. Le dessin est toujours aussi particulier, hein, propre à l'auteur, on le reconnaît direct. Mais ça reste une très bonne lecture et je pense que c'est vraiment un auteur à suivre, à découvrir. Et dans tous les cas, je le relirai dans quelques temps. C'est quand même une très bonne lecture, très touchante. J'en ai vaguement parlé dans ma vidéo précédente, mais j'ai lu aussi Adieu mon utérus de Yuki Okada. Dans ce livre, en fait, c'est Yuki Okada qui va nous raconter son histoire. Un jour, elle décide d'aller chez le gynécologue parce qu'elle a des petites douleurs menstruelles. Donc voilà, elle fait un examen de routine, somme toute très classique, mais... Il lui demande d'aller faire des examens un peu plus poussés parce qu'il y a des petits doutes quand même. Mais bon, au début, rien de bien méchant. Donc elle va faire ses petits examens, voilà. Son mari en a un peu rien à foutre parce que tous les deux sont mangaka et ils ont beaucoup de travail. Ils sont overbookés. En plus, ils ont un enfant, donc vous imaginez bien que ils sont sous l'eau. Et puis elle, elle va faire un petit examen, tout va bien. Et ben non, tout ne va pas bien. C'est un cancer du col de l'utérus qui se développe et là, il va falloir opérer. Il va falloir faire quelque chose parce que c'est grave, ça peut le devenir. Donc là, notre cher Yuki va se poser 1001 questions. Comment lier sa vie personnelle, sa vie de travail et ce cancer du col de l'utérus qui arrive. Comment va réagir son mari, qu'est-ce qui va se passer, sa famille aussi, comment est-ce qu'ils vont appréhender cette nouvelle, surtout que la grande nouvelle, c'est que il ne suffit pas simplement d'opérer pour retirer le cancer ou la tumeur, non, il faut retirer complètement l'utérus, pratiquer une hystérectomie parce que ça peut être beaucoup trop dangereux et c'est trop tard.
Comment accepter de ne plus faire d'enfants, de ne plus pouvoir faire d'enfants, de perdre une partie de soi, de perdre une partie de son corps, qui régule beaucoup de choses dans le corps d'une personne dotée d'un utérus. C'est hyper chouette parce que en plus elle le fait vraiment avec humour. Elle a pris beaucoup de recul sur la situation et du coup elle nous en parle avec beaucoup d'humour. Et les dessins aident aussi. Les dessins. Je trouve ça hyper drôle. C'est vraiment dessiné en mode chibi. C'est très mignon et je pense que c'est un chouette livre à découvrir pour tout le monde. Que ce soit parce que vous avez été concerné de près ou de loin par un problème gynécologique ou que vous connaissez pas. Je pense que c'est hyper intéressant parce que il y a encore cette notion de qui je vais devenir en fait si je perds mon utérus. Qu'est-ce que va devenir ma famille, tout ça, mon enfant. C'était trop bien, c'était trop génial. Merci à Kata d'éditer des choses comme ça parce que c'est trop bien. Puis c'est un one shot donc ça reste vachement accessible. C'est ça. Même si Akata, si vous pouviez éditer celui qu'elle a fait après. Oui, s'il vous plaît. Parce que nous on veut savoir en fait. Parce que là c'est vraiment l'opération, l'acceptation et tout ça. Mais Yuki Okada a écrit aussi la suite. Comment elle a vécu après l'opération. Mais nous on veut le lire. On veut le lire. C'est important. Merci Akata par avance. Je n'en parle pas plus que ça, puisque je viens de dédier une vidéo à ces deux séries. On a Du Mouvement de la Terre et Insomniac. Deux petites séries qui parlent un peu d'astronomie. Ici, on est sur l'époque du Moyen-Âge, où l'Église dirigeait la société et puis il ne fallait pas contredire les théories de l'Église. C'est très sympa, il y a un vocabulaire très scientifique, le dessin est assez particulier, pas forcément ma tasse de thé, mais ça reste une bonne série. Et ici, on a mon petit bonbon Insomniac, comme son nom l'indique. On y suit deux étudiants qui ont des problèmes pour dormir et ils vont se réfugier en cachette dans une salle d'astronomie de leur lycée. C'est très mignon, c'est très chill, ça se lit hyper vite. J'adore cette série, voilà, clairement. Mais je vous invite à regarder la vidéo précédente pour en savoir un peu plus. Maintenant que c'est bon, il n'y a plus de problème de micro, j'ai lu le premier tome de La Photographe, une série de Kenichi Kiriki. Je vais vous en parler rapidement parce que je vais faire une vidéo plus détaillée sur le sujet et sur le manga. Dans celui-ci, on va y retrouver donc cette jeune passionnée de photo, cette photographe à ses heures perdues, qui va nous faire visiter les quartiers, les différents quartiers du Japon, notamment de Tokyo, parce qu'elle habite à Tokyo et elle va déambuler dans toutes ces rues que vous connaissez peut-être, que vous avez la chance d'avoir déjà visité. Et si vous n'avez pas eu la chance de les visiter, et franchement, c'est une super découverte parce que c'est hyper doux. C'est vraiment des petites balades. Chaque chapitre fait 5 à 6 pages et c'est une balade dans une rue. Franchement, les dessins, je les trouve magnifiques. Ouais, et puis en grand format. En grand format, c'est incroyable. Derrière, il y a écrit que c'est à mi-chemin entre L'homme qui marche et Le gourmet solitaire de Jiro Taniguchi et je pense que c'est trop bien résumé comme ça. Hyper doux. Ça doit être bien. Contemplatif, c'est génial, c'est trop bien. Si vous avez l'occasion de les trouver, je vous les conseille de fou. Pour ma part, j'ai enfin fait la découverte de Ron Kamonohashi, des rangées de détectives. Je vais toujours le dire comme ça. On y suit Ron, forcément, qui était un génie de l'enquête dans l'école Blue, qui forme donc les détectives privés. Sauf que pour une raison que je ne vous expliquerai pas, il a été un peu déchu de ses fonctions et il n'a plus vraiment le droit d'exercer puisqu'il a une certaine maladie qui, une fois le coupable trouvé, lui fait faire des choses pas très bien, voilà. Et il va être associé à un détective plutôt nul de la police et c'est d'ailleurs ce loser qui va venir à la rencontre de Ron parce que en fait on lui file que des enquêtes un peu nulles, des voitures à retrouver, des trucs comme ça, voilà. Et il a envie de voir un peu plus grand. Et il va s'associer à Ron, mais alors là, il sait pas ce qu'il attend, parce que Ron c'est un personnage carrément déjanté. Dans le premier tome, on le rencontre, il est complètement en dépression, dans son appart, il y a rien à part des matelas, puisqu'il passe son temps à dormir, ou en tout cas à déprimer. Et puis il va peu à peu se relancer dans des enquêtes tout en faisant passer notre enquêteur un peu nul pour le héros de la résolution des enquêtes puisque lui il n'est pas censé reprendre du service et franchement j'adore, c'est hyper drôle.
la relation entre les deux personnages qui sont complètement différents, c'est d'autant plus marrant. Et puis ce mystère qui tourne autour de Ron parce que il lui serait arrivé quelque chose puisqu'avant c'était vraiment le meilleur détective du monde. Et puis suite à une certaine enquête en particulier, il a commencé à avoir un peu des comportements bizarres dès qu'il trouvait un coupable. Pourquoi, comment? Pour l'instant, je ne le sais pas, donc je peux même pas vous le dire. Mais j'ai trop envie de continuer, d'en savoir un peu plus sur sa maladie à lui. Pour l'instant, on est principalement sur un enchaînement de petites enquêtes. Il y en a une un peu plus longue, qui est d'ailleurs dans un centre d'astronomie aussi. En ce moment, c'est grave mon truc. Et non, franchement, j'aime bien des fois les petites enquêtes dans les cafés qui font 4-5 pages. Ça va très vite. On cherche même pas nous-mêmes à jouer le jeu, à savoir qui a commis un crime, mais je sais pas, il y a un petit certain suspense et puis rien que pour les personnages, je vais continuer avec plaisir. Et pour terminer dans les mangas, j'ai lu sans trop attendre honnêtement She Wasn't a Guy de Sumiko Arai chez Mangetsu. Déjà, gros point positif, c'est un format plus grand et c'est trop beau. C'est trop beau. Le vert à l'intérieur, ça met hyper en valeur les dessins qui sont, je trouve, super beaux en plus. Ça va nous parler d'une jeune lycéenne, Aya, qui est juste ici, qui est passionnée de musique, qui écoute beaucoup de musique plutôt alternative, rock. Par rapport à ses copines qui n'écoutent absolument pas tout ça, elle est un peu à l'ouest, mais elle n'en reste pas moins la plus populaire du groupe, un peu la leader. Toutes ses copines pensent que tous les groupes qu'elle écoute, elle les invente et ils n'existent pas. Nirvana, quoi? C'est une marque de vêtements? Oui, bien sûr. Elle a l'habitude d'aller dans un disquaire et un jour, elle tombe sur cette personne et elle tombe sous le charme, mais complètement sous le charme. Elle se dit, mon Dieu, il faut absolument que je prenne son numéro. Je vais y aller tous les jours. C'est son crush, vraiment. Elle est à fond dedans. Et quand elle est en cours, avec ses copines, elle en parle. Sauf que ce fameux personnage n'est autre que Mitsuki, l'une de ses camarades de classe. Et oui, ce n'est pas un garçon, c'est une fille. Et ça, pour l'instant, Aya ne le sait pas. Donc, il va y avoir quelques petits quiproquos parce que quand elles sont en cours ensemble, elles s'adressent presque même pas la parole ou par pure politesse. Et une fois qu'elles sont chez le disquaire, et là, elles tissent des liens d'amitié. Et forcément, Aya essaye de lancer son grappin sur Mitsuki. Évidemment, à la fin de ce tome, même avant la fin de ce tome, elle découvre le poteau rose, c'est Mitsuki. Mon Dieu, j'ai un crush sur une fille, mais elle va pas s'arrêter là. Elles vont continuer leur histoire, leur petite relation amicale qui vient de naître. Et pour l'instant, j'en sais pas plus, mais c'est trop bien. Ouais, ça allait. C'est trop chouette. Ça parle beaucoup de musique, forcément, donc vous allez reconnaître pas mal de titres, notamment de Nirvana ou de Radiohead. C'est trop bien, j'ai trop hâte qu'ils sortent la suite. Je veux absolument savoir ce qui leur arrive parce que c'est passé trop vite, en fait. C'est vraiment passé beaucoup trop vite. Et j'espère que Mangetsu va encore l'éditer dans ce format avec les pages en vert parce que je trouve que c'est hyper... en fait, c'est hyper beau. Et ça change. Et vraiment, ça met en valeur de fou les dessins. Si vous hésitiez, n'hésitez pas parce que c'est trop chouette. On passe au BD ? C'est parti. Eh bien, avec plaisir. J'ai lu Moi, 20 ans, diplômée, motivée, exploitée de Yatou, cette autrice qu'on adore. Et je découvre enfin un autre de ses titres. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger dans la forme, puisqu'on est sur des petites situations de vie d'une stagiaire qui se fait, comme son titre l'indique, complètement exploité. En gros, on est sur une page, un gag, une blague ou surtout une grosse critique de la société et surtout de cette condition de stagiaire qui est complètement catastrophique, on va se le dire. Elle fait des heures pas possibles pour gagner 3 fois rien. Et puis, c'est souvent le cliché de « Ah, la petite stagiaire va me ramener le café et puis peut-être que je regarderai un peu ce que tu me proposes professionnellement parlant. » Donc franchement, c'est hyper marrant. De toute façon, on reconnaît clairement l'humour de Yatou qui est parfois assez grinçant, des fois assez subtil.
Mais moi, c'est un humour qui marche, mais carrément à fond. Ça se lit très très vite, c'est sans prise de tête. Et puis je pense que si vous êtes passé par là, ça va d'autant plus vous toucher. Mais c'était une bonne lecture. C'est pas mon préféré parce qu'il y a Erika à côté, forcément, clairement. Mais j'ai passé un très bon moment et c'était tout ce que je demandais. Voilà, parfait. Donc je le recommande. Idem, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais j'ai lu Viviane Meyer, Clair-Obscur de Émilie Plateau et Marzena Sowa. Dans ce livre, on va y retrouver cette photographe que j'adore, Viviane Meyer. Et encore une fois, comme pour le précédent livre de Viviane Meyer que j'ai lu, en fait, on connaît pas grand-chose de cette femme. Elle est hyper énigmatique, on n'a que des on-dit, les photos et quelques textes et quelques petites choses que les personnes qui l'ont côtoyée nous ont racontées sur elle. Et dans ce livre, en fait, toutes ces plus grandes photos, on va imaginer la façon dont ça s'est passé pour qu'elle les prenne. Donc elle va se balader avec les enfants qu'elle garde et elle va prendre ses photos les plus iconiques. Et franchement, c'était trop bien. C'est hyper simple visuellement, mais en même temps, quand on connaît le travail de cette photographe, on n'a pas besoin de plus. Parce qu'on reconnaît les clichés, c'est simple, c'est efficace. Je pense que c'est pas une bande dessinée qui est très simple à appréhender quand on connaît pas le travail de Viviane Meyer. Pas toutes les références et tout. C'est ça, toutes les photos, vous n'allez pas les reconnaître. Mais si jamais vous voulez vous intéresser à la photo, je vous conseille vraiment le travail de Viviane Meyer. Et pareil, je vais vous en reparler bientôt dans une vidéo dédiée. Mais cette femme, c'est un gros coup de cœur. Ce livre, c'est un gros coup de cœur. Il restera dans la bibliothèque, c'est sûr et certain. Ensuite, je vais vous parler d'une BD que je n'ai pas. C'était une lecture médiathèque. Il s'agit de Edelweiss, qu'on mettra quelque part. Magnifique couverture, c'est ça qui m'a fait pencher sur ce titre. On y suit Edmond, qui est un jeune ouvrier. Il travaille chez Renault, il me semble. On est en temps d'après-guerre, 1947, et lors d'un bal classique de l'époque, il fait la rencontre d'Olympe, qui elle est une fille de politicien. Donc déjà, il y a un écart niveau social. Et ça va très vite se ressentir pour Edmond, qui n'est pour l'instant pas très accepté dans leur famille. Eux, ils considèrent que il y a mieux pour Olympe, voilà. Mais voilà, il va faire ses preuves, etc. Et quant à elle, Olympe, elle est couturière sur Paris. C'est une de ses passions. Mais elle a un plus grand rêve, c'est de monter, de gravir le Mont Blanc. C'est un rêve, disons, de famille, puisque c'est sa grande tante qui avait elle aussi ce rêve et qui y était parvenue d'ailleurs. Mais ce rêve, il a aussi fait des dégâts. Je n'en dirai pas plus, mais donc leur vie de couple va être semée d'embûches, clairement. Mais est-ce que l'amour ne peut pas tout faire et aider à gravir des montagnes? Je vous laisserai le découvrir. J'ai vraiment beaucoup aimé ce titre. Honnêtement, si je le trouve en occasion, pas très cher, je le rachèterai. Je regrette juste que ce soit peut-être trop court, ou ça aurait été bien d'avoir une petite suite avec un tome 2, ou en tout cas de développer certains événements, certaines relations. Mais j'ai trouvé ça hyper touchant. C'est pas une lecture qui est très facile, hein. Ils vont avoir beaucoup de problèmes, et des problèmes plutôt graves en tout cas, qui te marquent dans ta vie. Mais voilà, c'était une histoire d'une belle relation d'amour entre deux personnes que de base tout oppose, mais qui vont peu à peu surmonter les obstacles de la vie. Et je la recommande vraiment. Oh la pépite! Ah mais complètement, Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet aux éditions Robert Laffont, collection Itari. J'ai appris en le lisant que la collection Itari est arrivée très récemment. Je crois qu'il est sorti en octobre 2023, donc en fin d'année, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, octobre 2023. C'est le premier titre de la collection Itari, et celui qui dirige cette collection n'est autre que l'auteur des Mémoires de la forêt. Autant vous dire que je vais me pencher sur absolument tous les titres qui vont sortir de cette collection, parce que, au même titre que la collection Renard Doré de chez Rue de Sèvres, c'est génial. En tout cas, j'ai été hyper conquise par ce titre. Dans celui-ci, on va y retrouver une famille qui ont, sans vous mentir, énormément de problèmes.
tout ce qui peut arriver dans une vie, c'est tombé sur leur gueule. Dans cette famille, on a la grand-mère qui tient la confiserie du village. Et vous allez avoir voilà, ces enfants, ces petits-enfants qui vont venir passer, voilà, et qui vont essayer de renouer des liens après certains événements plus ou moins tragiques. Tout le monde va essayer, voilà, de mettre un peu sa pierre à l'édifice pour recoller les morceaux avec tout le monde. Chacun a ses petits problèmes, mais tout le monde les met un peu de côté pour essayer justement d'aider la personne qui est en face. C'est hyper bienveillant, même si la grand-mère a un peu plus de mal, c'est une autre génération, donc elle a un peu plus de mal à mettre ses soucis de côté pour aller aider ses petits-enfants, ses enfants aussi. Mention spéciale pour le chat, qui est vraiment le soutien de famille, mais vraiment. C'est vrai, trop mignon. Il y a tout un chapitre sur le chat qui, au fur et à mesure des années, a aidé tous les personnages à un moment ou un autre. C'est adorable. Qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! C'est incroyable. C'est magnifique, c'est tout doux. Les couleurs, là, magnifique. Ouais. Même si les sujets sont vraiment très très durs, et la douceur des dessins, ça fait un peu mieux passer. Mais ouais, franchement, j'ai trop hâte que tu le lises. Je vous le conseille à 1000%. C'est bienveillant. C'est voilà, dans un Japon rural contemporain, une chronique d'une famille poétique et engagée où les femmes qui composent tentent de guérir les blessures du poids de la société. Boum. Voilà. Et ma lecture préférée du mois, ma petite suite de série, le tome 5, Le jour où la nuit s'est levée. Donc de Becca, Marco et Maëla. Je crois que c'est mon tome préféré. J'ai adoré cette BD. On est à Paris dans la librairie de Clémentine, un personnage que l'on voit régulièrement. Et il y a une tempête de neige qui s'abat sur Paris. Et plusieurs personnages qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas vont se retrouver bloqués au milieu de la nuit dans cette librairie et contraints d'y rester jusqu'au petit matin. Donc forcément, quand tu as une dizaine de personnes présentes, tu dis que c'est l'occasion de faire connaissance et de parler de beaucoup de choses, notamment de leur enfance, de leur héritage familial, de leur éducation, que ce soit dans les points positifs et les points négatifs. Et puis j'ai adoré ce tome, il est trop intéressant. Ça m'a fait beaucoup penser à des gens qu'on connaît, mais c'est vrai que on est tous élevés par nos parents qui eux aussi ont reçu une certaine éducation. Et il y a des choses qui restent et il y a des choses qu'on voudrait pas forcément garder et qui ont du mal à s'en aller. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant. On a notamment une jeune fille qui a 25 ans passés et encore énormément couvée par son père. Parce que lui, il a ses angoisses à lui qu'il n'a pas forcément réussi à régler et elle les subit. Et elle a forcément envie de prendre enfin son envol et de se sentir libre. Il y a ça, il y a d'autres personnages qu'on connaît déjà, donc je n'en dis pas plus pour eux. Mais voilà, tout ce qu'on est à l'âge adulte, ça s'explique par comment on a grandi. C'était génial. Franchement, lisez cette série de BD, il y a actuellement 7 tomes, mais c'est trop bien. À chaque tome, vous relativisez sur beaucoup de sujets. C'est à la fois un peu spirituel, un peu poétique, mais c'est rempli de bonnes valeurs et ça fait trop du bien par où ça passe, quoi. Voilà. Lisez-le, j'adore cette série, c'est trop bien. On passe au roman, s'il vous plaît? Allez. Et cette fois, je n'en ai lu qu'un seul. Et oui, je n'ai pas lu la suite de Ils meurent tous les deux à la fin. J'ai lu le livre de Laurie Pester, Revivre. C'est un livre sur son combat, son endométriose, son adénomiose et son hystérectomie. Et oui, je suis restée dans un thème ce mois-ci. C'est pour ça que j'ai lu Adieu mon utérus en complément de celui-ci. Je vous en parle pas trop parce que j'ai fait une vidéo dédiée qu'on vous met, allez la voir, dans le petit i. Mais voilà, comme j'ai dit dans la vidéo, c'est vraiment une discussion entre copines sur ses peurs, sur l'explication de ses douleurs, comment en est venue cette lourde décision de retirer son utérus, de ne plus pouvoir avoir d'enfants, en tout cas de manière naturelle, la plus simple possible. Ce ne sera plus faisable et c'était génial. Je pense que idem que pour
Adieu mon utérus, c'est un livre que vous devriez lire si vous avez été touché de près ou de loin, si vous avez des douleurs menstruelles ou si vous ne connaissez pas. Je pense que vraiment ça vaut le coup. C'est très simple à lire, comme je vous dis. Discussion entre copines. Et oui, la vidéo est déjà finie. Enfin, je crois que ça fait longtemps déjà que vous regardez la vidéo. Merci si vous êtes encore là. Et puis, on vous dit à une prochaine. Salut.